J'avais 17 ans quand j'ai appris que l'amour dans ma famille avait un prix. Pas la loyauté, pas l'affection, juste le coût de ce que je pouvais faire pour eux. C'était un matin humide doux quand ma mère a fait irruption dans ma chambre, un bail dans une main et une calculatrice dans l'autre. Ta sœur a trouvé l'appartement de ses rêves, a-t-elle dit d'une voix mielleuse. Elle a juste besoin d'un co-signataire. Ce sera toi. J'ai cligné des yeux. J'ai 17 ans. Mon père a ricané depuis le couloir. Exactement. Tu n'as pas de dette. Un dossier de crédit impeccable. C'est ce que les banques adorent. Il m'avait toujours parlé comme ça, avec condescendance, comme si j'étais un outil, pas une fille. J'ai hésité. Et si elle ne paie pas? Le sourire de ma mère s'est transformé en une grimace. Ne sois pas si dramatique, Alissa. La question n'est pas de savoir si elle va payer. Il s'agit de la famille. C'est ta sœur. Elle a aussi vidé le plafond de 3 cartes de crédit à mon nom, ai-je dit d'une voix tremblante. C'est à ce moment-là que le masque est tombé. Mon père est entré d'un pas lourd, les veines saillantes. Sale gamine ingrate. On t'a nourri, on t'a habillé, et maintenant tu joues les victimes. Qui t'a élevé? Vous, ai-je dit à voix basse. Mais ça ne veut pas dire que je vais ruiner ma vie pour elle. Cette seule phrase a tout changé. Au crépuscule, j'étais partie. Sans avertissement, sans adieu, juste ma valise sur le porche et un message vocal, si tu es trop bien pour nous, ne reviens pas. J'ai dormi dans le garage de mon amie Brianna pendant 2 semaines. Pas de chauffage, pas de salle de bain, juste un radiateur d'appoint et un matelas pneumatique crevé. Mais pour la première fois de ma vie, je ne marchais pas sur des œufs. Je travaillais de nuit dans un restaurant et suivais des cours dans une université de proximité le jour. J'ai obtenu des bourses à la seule force de ma volonté. Je ne dormais pas beaucoup, mais je continuais d'avancer. Je refusais de devenir l'échec qu'ils avaient prédit. Pendant ce temps, ma sœur publiait des selfies filtrés depuis des bars sur les toits et des piscines d'hôtels loués. Chaque fois qu'elle souriait à l'objectif, je me souvenais du moment où il m'avait mise à la porte pour préserver son confort. Ce n'est que 4 ans plus tard que j'ai revu mes parents. Je venais d'obtenir une bourse complète pour être transférée dans une université de premier plan. Je travaillais comme serveuse le week-end quand ils sont entrés. Maman portait des perles comme si c'était encore la messe du dimanche. Papa se comportait comme si de rien n'était. Alissa, a dit maman d'un ton faussement léger. Nous savions que tu finirais dans un endroit comme celui-ci. Ils n'ont pas commandé à manger. Ils m'ont juste tendu une lettre. Une demande de $22 000 pour aider à payer une voiture qu'ils avaient louée en leasing pour ma sœur. Une Mercedes. Tu lui dois bien ça, maman. Tu es partie quand elle avait besoin de toi. J'étais sans abri, ai-je répondu. Papa s'est penché plus près. Eh bien, on dirait que tu t'en sors bien maintenant. C'est à ce moment-là que j'ai fait un serment. Il ne profiterait jamais du moindre centime que je gagnerais. J'ai payé mes études moi-même. J'ai fait des stages non rémunérés. J'ai dormi sur les canapés d'amis et j'ai sauté des repas. Et puis, j'ai décroché un poste dans la finance aéronautique. En 5 ans, j'ai bâti une société de conseil. La 6e année, j'avais mon premier petit jet, entièrement payé. Sans prêt, sans aide. Et au 11e anniversaire du jour où ils m'ont mise à la porte, je suis revenue dans la même ville pour la première fois, à bord de mon propre jet. Ils ne m'ont pas reconnue au début, pas avant que le pilote n'ouvre la porte et que je descende avec des talons qu'ils ne pourraient même pas s'offrir en vendant leur maison. Ils sont restés bouche bée, mais je n'étais pas là pour parler. J'étais là pour encaisser une dette qu'ils avaient depuis longtemps oubliée, le respect. La ville n'avait pas beaucoup changé. Les mêmes trottoirs fissurés. Les mêmes enseignes rouillées, les mêmes chuchotements derrière les fenêtres à rideaux. Mais je n'étais plus la même fille qu'ils avaient chassée avec une valise et un message vocal. Je n'étais pas ici par nostalgie. J'étais ici pour la collecte de fonds. C'était ironique, en vérité. Les mêmes personnes qui disaient que je n'y arriverais jamais collectaient maintenant de l'argent pour sauver le centre communautaire décrépit. Le gymnase de mon ancien lycée avait été transformé en salle de réception, ballons dorés, chaises pliantes, coupes de champagne en plastique, au premier rang, mes parents.
Ils ne savaient pas qui sponsorisait l'événement. Pas avant que mon nom ne soit annoncé au micro, toute cette collecte de fonds a été rendue possible grâce au soutien généreux de notre invitée spéciale, Madame Alyssa Carrington. Il y eut une pause, puis un hoquet de surprise. Ma mère s'est figée, les yeux écarquillés. Papa a laissé tomber son verre. J'ai marché vers la scène dans une élégante combinaison noire, mes talons résonnants, le projecteur me suivant comme des excuses tardives. Je ne les ai pas regardés, pas encore. J'ai regardé les enfants assis dans le public, des enfants qui me rappelaient moi-même à 17 ans, seuls, effrayés, à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas assez bien. J'ai grandi dans cette ville, ai-je dit calmement. On m'a dit que j'étais égoïste de ne pas tout donner à des gens qui ne m'ont rien offert d'autre que des conditions. On m'a dit que j'échouerais si je ne restais pas obéissante. Je suis ici pour dire. Je me suis retournée lentement, fixant mes parents au premier rang, qu'ils avaient tort. Il y eut un silence, puis un tonnerre d'applaudissements. Les deux seules personnes qui n'applaudissaient pas étaient ma mère et mon père. Après, je suis descendue de la scène et j'ai fendu la foule. Mes parents m'ont acculée avant que je ne puisse partir. Alyssa, commença ma mère, la voix tremblante. Ce discours était théâtral. J'ai souri. Merci. Il était honnête. Tu nous as fait honte, a craché mon père, devant toute la ville. Vous m'avez mise à la porte quand j'étais une adolescente pour avoir dit non, ai-je dit. Et ensuite, vous m'avez demandé de payer pour une voiture dans laquelle je ne pouvais même pas m'asseoir. Maman a ricané. Ce n'était qu'une Mercedes. Elle n'était même pas neuve. Je l'ai regardée, stupéfaite. Tu t'entends parler ? Puis elle a révélé sa véritable intention. Écoute, a-t-elle dit rapidement, nous sommes en retard sur les paiements de la maison. La pension de ton père n'est pas arrivée. Nous pensions que peut-être, maintenant que tu t'en sors bien. A ajouté mon père, tu pourrais nous aider un peu. J'ai ri, pas cruellement, ni bruyamment, juste tristement. Vous avez fait votre choix il y a 11 ans. Vous avez choisi le confort de ma sœur au détriment de ma sécurité. Vous avez ri quand je n'avais nulle part où dormir. Vous n'avez pas changé. Vous êtes juste à court d'argent. Tu es notre fille, a murmuré ma mère. Non, ai-je dit. J'étais votre plan B. Et maintenant, je suis votre dernier recours. Je les ai laissés là, dans ce couloir, la bouche bée et les mains vides. Mais je n'avais pas encore fini. 3 jours plus tard, mon avocat leur a remis une notification. La maison qu'ils suppliaient de garder ne leur appartenait plus. Il s'est avéré que leur hypothèque était en défaut de paiement et que la propriété avait été discrètement rachetée par une de mes filiales d'investissement il y a 6 mois, une société écran. Ils ne l'ont jamais vu venir. Je leur ai donné 30 jours pour vider les lieux. Et aussi poétique que cela puisse paraître, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reprendre le pouvoir qu'on m'avait volé à 17 ans. Il s'agissait de s'assurer que la fille qu'ils avaient abandonnée n'aurait plus jamais à se demander si elle était suffisante. Et tout comme ils m'avaient un jour fermé une porte au nez, j'en ai fermé une derrière eux. Sauf que cette fois, elle était en marbre et en or, pas en bois et en peinture écaillée. Ce jour-là, ils étaient sur la pelouse, leurs valises faites, regardant la maison comme si elle les avait trahis. Mais ce n'était pas le cas. J'avais simplement repris ce qui avait toujours été à moi. Le jour où j'ai atterri en jet privé dans ma ville natale n'était pas censé être théâtral. Mais la vie a une façon de vous offrir des moments qui bouclent la boucle, des moments qui résonnent avec chaque « tu n'y arriveras jamais », chaque porte claquée, chaque larme ravalée en silence. Le jet a atterri juste à l'extérieur de l'ancien aéroport régional. Je suis descendu de l'échelle vêtu d'un tailleur blanc impeccable, lunettes de soleil de créateur, et des talons qui claquaient comme des signes de ponctuation. Près de la porte d'embarquement attendaient des journalistes, d'anciens camarades de classe et même le maire. J'avais financé la moitié de la rénovation de l'aéroport sous un pseudonyme. Aujourd'hui, c'était l'inauguration. Mais je savais qu'ils viendraient, et ils sont venus. Ma mère et mon père se tenaient juste à l'extérieur du terminal, habillés comme s'ils n'avaient pas dormi. Maman avec un cardigan avachi, papa avec une canne empruntée et le regard vide. Ils n'avaient pas bien pris l'expulsion. Apparemment, ils avaient essayé de rester chez ma tante, mais cela n'a duré que 3 jours.
Puis sont venus les appels, les emails, et ensuite le silence. Jusqu'à maintenant. J'ai passé les caméras, les applaudissements, et je me suis dirigé vers eux. S'il te plaît, a murmuré ma mère. Nous sommes désolés. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Pour m'avoir mise à la porte? Pour avoir dit à la famille que j'étais une ingrate? Pour m'avoir traité d'égoïste quand j'ai refusé de m'endetter pour le mariage de mon frère? Papa a toussé. Nous pensions que tu reviendrais à la raison. C'est ce que j'ai fait, ai-je répondu. Simplement pas de la manière que vous espériez. Maman a fait un pas chancelant vers moi. Nous sommes sans abri. Vous êtes quand même dans une meilleure situation que moi à 17 ans, ai-je dit à voix basse. Au moins, vous avez l'un l'autre. Son visage s'est crispé. Tu laisserais vraiment tes propres parents à la rue? J'ai mis la main dans mon sac, j'en ai sorti une enveloppe noire et je la lui ai tendue. À l'intérieur se trouvait une carte qui disait « Le refuge Carrington pour jeunes abandonnés ». Ouverture prochaine, entièrement financée par Alyssa Carrington, en mémoire affectueuse des secondes chances. Elle semblait confuse. Une chambre est réservée pour vous, ai-je dit. Pas dans le refuge, au bureau des bénévoles. Vous voulez de l'aide, commencez par aider quelqu'un d'autre. La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu veux qu'on travaille dans un refuge pour sans-abri? Non, ai-je dit. Je veux que vous ressentiez ce que c'est que d'être ignoré, négligé et jugé. Comme vous m'avez fait sentir. Peut-être qu'alors, vous comprendrez. Elle a froissé la carte. Tu es toujours pleine de ressentiment. Non, ai-je répondu avec un sourire tranquille. Je suis guérie. Les gens pleins de ressentiment veulent se venger. Les gens guéris bâtissent des empires et laissent le karma faire le reste. Je me suis retournée et j'ai marché vers la voiture qui m'attendait. Le chauffeur a ouvert la portière, mais avant de monter, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Vous m'avez appris à survivre, leur ai-je dit, en me faisant croire que je ne le pouvais pas, puis, je suis partie. La foule applaudissait tandis que la voiture noire s'éloignait, mais je ne l'entendais pas, car à l'intérieur, je pensais à cette fille effrayée et en larmes qui s'était un jour assise seule dans une station-service, sans téléphone, sans argent et sans personne qui se souciait d'elle. Cette fille méritait justice. Et elle l'a finalement obtenue. Aujourd'hui, je n'étais pas seulement Alyssa Carrington. J'étais la preuve vivante qu'être mis à la porte ne signifie pas être vaincu. Et le jet dont je suis descendue n'était que le début.